L'une des questions les plus fréquentes concernant la Seconde Guerre mondiale est de savoir si une seule bataille décisive a déterminé son issue. Dans la mémoire collective, des noms comme Stalingrad, Kursk ou le débarquement de Normandie reviennent souvent comme des moments clés. Ces batailles sont perçues comme des tournants spectaculaires, chargés d'émotions et de symbolisme. Pourtant, cette vision simplifie excessivement la réalité. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas décidée par un affrontement unique. Il s'agissait d'un conflit mondial, total, impliquant de nombreux États, plusieurs fronts et une mobilisation sans précédent des sociétés et des économies. Ce qui comptait réellement n'était pas la victoire dans une bataille isolée, mais la capacité à poursuivre la guerre dans la durée. La question centrale était la suivante: quel camp pouvait remplacer ses pertes plus rapidement, augmenter sa production et maintenir son potentiel militaire mois après mois? L'Allemagne remporta des succès militaires impressionnants au début du conflit. Les campagnes de Pologne et de France démontrèrent une grande efficacité opérationnelle, une excellente coordination et une réelle supériorité tactique. Cependant, ces victoires rapides masquaient une faiblesse structurelle profonde. L'État allemand entra dans une guerre totale sans disposer d'une base économique suffisante pour la soutenir sur le long terme. Sa production industrielle, son accès aux matières premières et surtout ses ressources énergétiques étaient limitées. Face à une coalition disposant d'un potentiel industriel et démographique bien supérieur, ces limites allaient devenir déterminantes. Dès le départ, l'Allemagne affrontait des adversaires capables, collectivement, de produire davantage, de mobiliser plus d'hommes et d'absorber des pertes considérables. Dans une guerre industrielle moderne, le courage et le génie tactique ne suffisent plus. La victoire dépend de la capacité à soutenir l'effort de guerre sur plusieurs années. Comprendre cela est essentiel pour analyser correctement l'issue du conflit. Dans la prochaine partie, nous verrons comment l'économie et l'industrie sont devenus le véritable champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Le véritable champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale ne se trouvait pas uniquement sur les lignes de front. Il existait loin derrière, dans les usines, les mines, les raffineries et les réseaux de transport. Le potentiel économique et industriel déterminait la capacité d'un État à survivre dans une guerre d'usure prolongée. L'Allemagne entra dans le conflit avec une industrie performante, moderne et technologiquement avancée. Cependant, cette industrie manquait d'ampleur. Elle ne pouvait pas croître assez vite pour compenser l'augmentation constante des pertes. Les ressources stratégiques lui faisèrent ce défaut, en particulier le pétrole, le caoutchouc et certains métaux essentiels. Le blocus maritime allié limita fortement l'accès au commerce mondial. À mesure que la guerre avançait, ces contraintes devinrent de plus en plus sévères. À l'inverse, les adversaires de l'Allemagne disposèrent d'une profondeur économique considérable. L'Empire britannique pouvait exploiter des ressources venues de tous les continents. L'Union soviétique contrôlait d'immenses réserves naturelles et possédait un espace territorial permettant le déplacement de son industrie vers l'Est, hors de portée des bombardiers allemands. Les États-Unis représentaient au besoin une puissance industrielle sans précédent. Leur capacité de production dépassait de loin celle de l'Allemagne. Chaque mois de guerre supplémentaire renforçait donc la position alliée. Même lorsqu'une bataille était remportée par les forces allemandes, l'équilibre stratégique se dégradait. Un char allié détruit pouvait être remplacé rapidement. Un char allemand perdu représentait souvent une perte définitive. Cette asymétrie transforma la nature du conflit. Les statistiques de production devinrent aussi importantes que les victoires de tactique. Les voies ferrées, les dépôts de carburant et les chaînes d'assemblage prirent une importance stratégique majeure. L'Allemagne eut des difficultés à reconnaître cette réalité. Les succès initiaux nourrirent l'illusion qu'une victoire rapide était possible, avant que les faiblesses économiques ne deviennent critiques. Lorsque cette victoire ne se matérialisa pas, l'Allemagne se retrouva engagée dans une guerre qu'elle ne pouvait pas soutenir. Dans la prochaine partie, nous analyserons les limites internes du système allemand et la manière dont des choix politiques et idéologiques ont encore aggravé cette situation. Les limites de l'effort de guerre allemand ne provenaient pas uniquement de la pression extérieure. Elles étaient aussi le résultat de choix internes, politiques et idéologiques. Contrairement à ses adversaires, l'Allemagne ne mobilisa jamais totalement son économie et sa société durant les premières années décisives du conflit. La direction nazie craignait davantage l'instabilité intérieure que la défaite militaire. Le souvenir de 1918, de l'effondrement de l'Empire allemand et des révolutions internes pesait lourdement sur les décisions stratégiques. Hitler et son entourage redoutaient qu'une mobilisation trop brutale ne provoque des grèves, des troubles sociaux, voire une révolte ouverte. En conséquence, une partie importante du potentiel économique resta inutilisée. L'un des exemples les plus révélateurs fut la politique du travail. L'Allemagne retarda volontairement l'emploi massif des femmes dans l'industrie lourde. Des considérations idéologiques liées au rôle des femmes dans la société prirent le pas sur les nécessités militaires.
Parallèlement, des millions de personnes furent exclues de l'économie ou persécutées en raison de politiques raciales. Au lieu d'intégrer efficacement les populations des territoires occupés, le régime eut recours au travail forcé. Ce système se révéla inefficace, brutal et contre-productif. La productivité resta faible, le sabotage était fréquent et la gestion administrative consommait d'énormes ressources. L'organisation économique allemande souffrait également d'un manque de coordination. Plusieurs institutions se concurrençaient avec des compétences qui se chevauchaient. Ministères, organisation du parti et autorités militaires poursuivaient souvent des objectifs contradictoires. Cette fragmentation ralentissait la prise de décision et réduisait l'efficacité globale. Les réformes engagées plus tard améliorèrent partiellement la situation, mais elles arrivèrent trop tard pour inverser la tendance. Par ailleurs, l'idéologie influença aussi les priorités stratégiques. D'importantes ressources furent consacrées à des projets symboliques ou technologiquement ambitieux, sans impact décisif sur le front. Ces choix reflétaient une fuite en avant technologique, plutôt qu'une stratégie rationnelle. Ainsi, l'Allemagne ne fut pas seulement dépassée par ses ennemis. Elle limita elle-même son potentiel par peur, rigidité idéologique et désorganisation interne. Dans la prochaine partie, nous examinerons comment l'Union soviétique parvint, malgré des pertes initiales catastrophiques, à survivre et à reconstruire sa puissance militaire. La survie de l'Union soviétique après les catastrophes de 1941 constitue l'un des tournants structurels les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Durant les premiers mois de l'invasion allemande, les pertes soviétiques furent immenses. Des armées entières furent encerclées et détruites. Des millions de soldats furent tués, capturés ou blessés. De vastes territoires furent perdus, y compris des régions industrielles et agricoles essentielles. Dans de nombreux cas, de telles pertes auraient provoqué l'effondrement total d'un État. Pourtant, l'Union soviétique ne s'effondra pas. Elle s'adapta, se mobilisa et reconstruisit progressivement sa puissance militaire. Le système politique soviétique joua un rôle central dans ce processus. L'État centralisé et autoritaire permit une mobilisation totale, rapide et sans opposition interne. La consommation civile fut réduite au strict minimum, toutes les ressources disponibles furent orientées vers la survie et la production militaire. L'un des éléments décisifs fut l'évacuation industrielle vers l'Est. Des milliers d'usines furent démontées, transportées par rail, puis reconstruites au-delà de l'Oural. Cette opération colossale permit de préserver une grande partie du potentiel industriel soviétique. Parallèlement, la mobilisation humaine fut massive. Hommes, femmes, adolescents et personnes âgées furent intégrés dans les usines ou dans des fonctions de soutien. Les standards de formation furent abaissés afin d'accélérer le déploiement des forces. La quantité devint une arme stratégique. Les pertes étaient considérées comme inévitables, mais le remplacement était constant. Le soutien extérieur joua également un rôle crucial. L'aide alliée, notamment par le programme de pré-bail américain, fournit des camions, des locomotives, du carburant, des matières premières et des vivres. Cette aide ne remporta pas directement les batailles, mais elle rendit possible une guerre prolongée. La logistique soviétique s'améliora nettement. Les armées gagnèrent en mobilité et en endurance. À partir de 1942 et surtout en 1943, l'armée rouge n'était plus une force en déclin. Elle devint une force en expansion. Les dirigeants allemands sous-estimèrent profondément cette transformation. Le temps que l'Allemagne espérait utiliser à son avantage devint l'allié principal de l'Union soviétique. Dans la prochaine partie, nous analyserons les erreurs stratégiques allemandes de 1941 et 1942 et la manière dont elles accélérèrent la défaite plutôt que de l'éviter. Les erreurs stratégiques allemandes entre 1941 et 1942 jouèrent un rôle déterminant dans l'issue finale de la guerre. Dès le début de l'opération Barbarossa, l'Allemagne lança une offensive gigantesque, mais sans objectif stratégique unique et cohérent. Les forces furent divisées entre plusieurs axes. Moscou, Leningrad et l'Ukraine furent attaqués simultanément. Cette dispersion affaiblit l'impact global de l'offensive. Les succès initiaux créèrent une illusion de victoire rapide. De nombreux responsables militaires crurent que l'Union soviétique était déjà vaincue. Cette perception conduisit à des décisions irréalistes. Les plans logistiques reposaient sur l'hypothèse d'une guerre courte. Les réserves de carburant, de munitions et de pièces détachées furent insuffisantes. Lorsque l'avancée ralentit, les problèmes apparurent immédiatement. Les distances immenses, l'état des routes et l'usure du matériel paralysèrent les opérations. L'échec devant Moscou à l'hiver 1941 révéla ses faiblesses structurelles. Les troupes allemandes manquaient d'équipement hivernal. Les lignes d'approvisionnement étaient donc trop longues. Les unités étaient épuisées. Pourtant, au lieu de consolider le front et de réorganiser l'effort de guerre, la direction allemande choisit d'élargir encore les objectifs. En 1942, l'offensive fut redirigée vers le sud.
en direction du Caucase. L'objectif principal devint le pétrole. Cette décision fragmenta davantage les forces disponibles. Les armées furent étirées sur des centaines de kilomètres, sans profondeur défensive suffisante. La bataille de Stalingrad illustra cette erreur. La ville n'avait pas une importance stratégique décisive en soi, mais elle devint un symbole. L'engagement y fut total, rigide et idéologique. Toute flexibilité opérationnelle disparut. Les avertissements des officiers expérimentés furent ignorés. Lorsque l'encerclement soviétique se produisit, il était déjà trop tard. L'armée allemande perdit une force entière, irremplaçable. Cette défaite n'était pas seulement militaire, elle était psychologique, industrielle et stratégique. À partir de ce moment, l'Allemagne ne reprit jamais l'initiative à l'Est. Les erreurs de 1941 et 1942 ne furent pas des accidents isolés. Elles résultaient d'une incapacité à aligner objectifs militaires, capacités économiques et réalités logistiques. Dans la prochaine partie, nous examinerons pourquoi l'industrie allemande ne parvint jamais à soutenir une guerre d'usure malgré des compétences techniques élevées. L'un des facteurs les plus décisifs de la défaite allemande fut l'incapacité de son industrie à soutenir une guerre longue et totale. L'Allemagne possédait une excellente ingénierie, du personnel qualifié et une tradition industrielle forte. Cependant, ces atouts ne furent jamais transformés en un système de production de masse comparable à celui de ses ennemis. Jusqu'en 1943, l'économie allemande resta partiellement mobilisée. De nombreuses ressources furent gaspillées dans des projets concurrents, inefficaces ou symboliques. La production d'armement était fragmentée. Trop de modèles différents de chars, d'avions et d'armes furent développés en parallèle. Cette diversité compliquait la maintenance, la formation et la logistique. Contrairement aux Alliés, l'Allemagne ne standardisa pas suffisamment ses équipements. Chaque amélioration technique entraînait de nouveaux problèmes industriels. Le temps de production augmentait. Les chaînes d'assemblage perdaient en efficacité. La main-d'œuvre posa également un problème majeur. Le régime nazi refusa longtemps une mobilisation totale de la population. L'emploi massif des femmes dans l'industrie fut retardé pour des raisons idéologiques. À la place, l'Allemagne utilisa des millions de travailleurs forcés. Ces travailleurs manquèrent de formation, de motivation et travaillaient dans des conditions extrêmes. La productivité resta faible. Les sabotages étaient fréquents. En parallèle, les bombardements alliés frappaient de plus en plus durement le cœur industriel du Reich. Les infrastructures de ferroviaires furent détruites, les raffineries furent ciblées. Les usines durent être dispersées, parfois enterrées, ce qui ralentit encore la production. Même lorsque la production augmenta en chiffres bruts, la situation réelle sur le front ne s'améliora pas. Les chars sortaient des usines, mais manquaient de carburant. Les avions étaient livrés, mais sans pilotes suffisamment entraînés. Les munitions existèrent sur le papier, mais n'arrivaient pas à temps sur les lignes de front. L'Union soviétique suivit une logique totalement différente. Elle simplifia ses modèles, elle privilégia la quantité, la robustesse et la facilité de réparation. Les États-Unis adoptèrent une production industrielle massive, standardisée et continue. Face à cette coalition industrielle, l'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre d'usure. Sa supériorité tactique initiale fut progressivement écrasée par une supériorité économique écrasante. La guerre ne se décida pas uniquement sur le champ de bataille. Elle se décida dans les usines, dans les dépôts et dans la capacité à remplacer les pertes plus vite que l'ennemi. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la guerre de coalition rendit la défaite allemande inévitable, même en l'absence d'erreurs tactiques majeures. Le dernier élément clé qui rendit la défaite allemande inévitable fut la nature même de la guerre de coalition. L'Allemagne ne combattait pas un seul adversaire, mais une alliance mondiale. Cette coalition regroupait des puissances dont les forces se complétaient parfaitement. L'Union soviétique fournissait l'espace, la masse humaine et une armée terrestre capable d'absorber des pertes immenses. Les États-Unis apportaient une puissance industrielle sans précédent, une production continue et une capacité logistique globale. Le Royaume-Uni assurait la maîtrise maritime, la guerre économique et une pression constante sur les lignes d'approvisionnement allemandes. Ensemble, ces forces créaient un système que l'Allemagne ne pouvait pas briser. Même une victoire tactique locale ne changeait rien à l'équilibre général. Chaque char détruit était remplacé. Chaque avion abattu était reconstruit. Chaque division perdue était reconstituée. L'Allemagne, au contraire, devait compter chaque perte. Chaque front supplémentaire affaiblissait les autres. Chaque offensive exigeait des ressources qu'elle ne possédait plus. Cette situation transforma la guerre en un processus d'épuisement progressif. Il n'existait plus de bataille décisive possible. Même une victoire allemande majeure n'aurait fait que retarder l'inévitable. La capacité alliée à apprendre, à s'adapter et à produire augmentait constamment. La capacité allemande diminuait. Les lignes de front se rapprochèrent du cœur industriel du Reich. Les bombardements s'intensifiaient. Les alliés de l'Allemagne disparaissaient les uns après les autres.
La Roumanie, la Finlande et puis d'autres partenaires quittèrent la guerre. L'isolement stratégique devint total. À ce stade, la guerre était déjà perdue, même si elle n'était pas encore terminée. Cela démontre une réalité fondamentale. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas décidée par un seul général, ni par une seule bataille. Elle fut décidée par la capacité à soutenir un effort total sur le long terme contre une coalition supérieure. Les batailles comme Stalingrad ou Kursk furent importantes, mais elles furent des symptômes, pas des causes. La cause réelle fut l'asymétrie économique, industrielle et démographique. Comprendre cela permet de dépasser les mythes simplificateurs. La guerre moderne ne se gagne pas seulement par le courage ou la tactique. Elle se gagne par la profondeur stratégique, la production et la coopération. C'est cette logique, implacable, qui scella le sort de l'Allemagne bien avant la chute de Berlin. La conclusion générale de cette analyse est claire et elle contredit de nombreuses narrations populaires. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas un duel décidé par un moment spectaculaire. Elle fut un processus long, brutal et profondément structurel. Les décisions prises, bien avant les grandes batailles, avaient déjà fixé les limites de ce qui était possible. L'Allemagne entra en guerre avec une vision offensive, mais sans fondation suffisante pour un conflit mondial prolongé. Ses succès initiaux créèrent une illusion de supériorité. Cette illusion masqua des faiblesses profondes, économiques, logistiques et humaines. À l'inverse, les Alliés, bien que souvent désorganisés au début, disposaient d'un potentiel cumulatif immense. Ce potentiel mit du temps à se transformer en puissance militaire effective. Mais une fois activé, il devint impossible à arrêter. La guerre moderne récompense la capacité à apprendre, à produire et à durer. Elle punit la rigidité, l'idéologie et la surextension stratégique. Le Reich échoua précisément sur ces points. Il combattit trop d'ennemis, sur trop de fronts, avec trop peu de ressources. Il sous-estima la résilience soviétique. Il surestima l'impact des victoires tactiques. Il refusa d'adapter pleinement son économie à la réalité d'une guerre totale. Les Alliés, au contraire, intégrèrent progressivement leurs forces. Ils coordonnèrent production, stratégie et logistique. Ils acceptèrent le coût du temps et transformèrent la guerre en un combat d'usure qu'ils savaient gagner. Ainsi, la question n'est pas de savoir quelle bataille décida la guerre. La vraie question est pourquoi certaines nations pouvaient se permettre de perdre et continuer à se battre, alors que d'autres ne le pouvaient pas. La réponse réside dans l'économie, la démographie, l'industrie et la coopération internationale. Comprendre cela permet de dépasser les récits simplistes. Cela permet aussi de mieux comprendre la nature des conflits modernes. La Seconde Guerre mondiale fut gagnée loin du champ de bataille, dans les usines, dans les ports, dans les réseaux logistiques et dans la capacité à soutenir l'effort sur des années. C'est là, et non sur un seul champ de ruines, que le sort du monde fut décidé.